Mesdames et messieurs, mes chers amis, je suis très ému de me retrouver avec vous en cette soirée du 19 octobre 2040 pour fêter ensemble et pour vous remettre le prix des futurs souhaitables, pour fêter les réussites du projet de territoire Vision 2040, Guadeloupe championne du vivant. Et en 2038, il y a à peine 2 ans, l'objectif ZEN a été atteint. La Guadeloupe est à présent une île zéro émission nette. Par la régénération des milieux naturels dégradés, par le développement de symbioses industrielles initiées dès 2020 par l'association L'Effet Papillon, le développement d'habitats bioclimatiques, particulièrement low-tech, et à base de matériaux construits avec la bagasse et la sargasse, par la valorisation des déchets, ou plutôt des coproduits agricoles, l'économie de la Guadeloupe considère à présent comme atteignable d'être la première économie insulaire au monde globalement fixatrice de carbone, comme tout le reste du vivant sur cette planète. Et comme le disait justement, donc vous pouvez vous applaudir pour ça, comme le disait juste avant que je ne rentre en scène Julia, dites surtout hors de Guadeloupe que si nous sommes capables de le faire sur notre île Petit Monde, nous montrons au vaste monde que nous sommes capables de le faire pour notre planète. Je suis très ému. Merci pour votre contribution au changement de trajectoire du monde vers des futurs souhaitables. Vous avez montré que l'impossible n'était que temporaire, qu'il est toujours important de prendre nos rêves au sérieux et d'en faire une stratégie. Et vous savez quoi ? Les papillons sont revenus. Merci. Bonjour à tous, je suis Christelle Miat, en compagnie de Nicolas Méron, mon binôme du jour. J'ai le plaisir de vous accompagner sur cette première conversation, TEDx Conversation numéro 2, en fait, by TEDx Pointe-à-Pitre. Numéro 2 parce que la première TEDx Conversation a eu lieu ce jeudi. Elle était organisée par TEDx Clermont et TEDx Tours, avec comme invité Gaëlle Giraud. Elle est en replay sur leur page Facebook, si ça vous intéresse. Tariq est probablement une des personnes les plus influentes que nous ayons eu à croiser. Toujours bienveillant et en même temps avec une grande intelligence, il nous ouvre l'esprit à un avenir meilleur. Il nous fait du bien. Pour lancer cette série de conversations, nous avons souhaité nous inscrire dans la continuité de la dernière conférence TEDx. On est déjà demain, c'était notre thème en octobre dernier. À cette occasion, Tariq nous invitait à faire de notre terre de Guadeloupe la championne du vivant, rien que ça. Nous en avons la capacité, vous allez le voir. Je remercie également du coup l'Institut des Futurs Souhaitables pour cette dose d'énergie positive injectée. Vraiment, nous sommes très reconnaissants pour ça. L'entretien avec Tariq va durer 1 heure. Certains l'ont suivi, merci. On était à peu près une cinquantaine à le regarder juste le quart d'heure d'avant. Nous vous avons posé une question. Pensez-vous que la Guadeloupe puisse devenir une économie régénératrice s'inspirant du vivant? Cette question s'adresse à toutes celles et tous ceux qui œuvrent sur le territoire de Guadeloupe, mais pas que. Sentez-vous libre de nous donner votre réponse parce que votre regard de l'extérieur nous intéresse lui aussi. L'événement est relayé sur les Facebook de TEDx Pointe-à-Pitre, bien entendu, et sur celui de l'Institut des Futurs Souhaitables. Dans le cas où vous auriez une mauvaise qualité de réception sur Zoom, ça peut arriver, la preuve, on a eu quelques soucis tout à l'heure, je vous invite à vous connecter au Facebook de la page TEDx Pointe-à-Pitre. Voilà. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions en cliquant sur l'onglet Q&A pour ceux qui sont sur Zoom et dans les commentaires pour ceux qui suivent le live depuis Facebook Live. Voilà. Un merci spécial à Jean-Seb, Nicolas, Pascal, Sabrina, Nathalie et Damien pour leur présence active en back-office pour gérer la technique, la modération de la page Facebook et la remontée des questions. Sans plus attendre, nous allons, si tu veux bien Nicolas, démarrer l'échange avec Tariq. Tu veux bien nous dire un petit mot ?
Merci Christelle et bonjour Tariq. Bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous suivent. Ça va Tariq? Très bien, très bien. Merci de cette belle introduction. Je ne sais pas si je la mérite, mais en tout cas, ça fait du bien. Bon. Pour commencer, précisons bien à tout le monde que nous sommes le 11 avril 2020 et pas en 2040 cette fois. Non, pas encore. Alors, toujours avec du matériel de 2020. La preuve, hein. Qu'il soit fiable, la preuve. Pour ceux qui ont participé à la conférence TEDx, ils comprendront, on a eu quelques petits soucis. Donc, en effet, merci Tariq pour ta confiance et ton engagement à nos côtés en Guadeloupe et plus globalement pour ton engagement pour notre mère Terre et tous ses habitants, tous ces êtres vivants, végétaux, champignons, algues et évidemment les animaux dont nous, humains, faisons partie, évidemment. Avant que tu nous en dises plus sur ce qui t'anime et ce que tu animes, je souhaite revenir sur la marche du temps profond que tu nous as proposé de guider le 20 octobre 2019 au lendemain de ton TEDx en Guadeloupe. Les apports du docteur Henri Joseph, de Jean-Marie Flower et de Benoît Reeves, compagnons speakers de TEDx Pointe-à-Pitre, ont rendu cette aventure de 4,6 milliards d'années, où un pas représente 1 million d'années, mémorable. Nous en parlons encore souvent. Un moment de science, d'humanité, de poésie incroyable et aussi un exemple concret de la puissance de la symbiose, de la nécessité de connecter, d'additionner les talents, pétris d'histoire et donc de contenu, de sensibilité et d'expression différents. Vous nous contiez la formation de la Lune, des océans, de l'atmosphère, de l'évolution de la vie, des bactéries aux organismes multicellulaires, de l'histoire de l'eau et justement d'un des principes du vivant, la coopération et la symbiose. À 1 mètre de l'arrivée, il y a donc 1 million d'années, nous faisions une pause, car il y a à ce moment-là une incroyable accélération du vivant, et notamment l'arrivée il y a environ 200-300 000 ans, à 20 cm de la fin de notre marche de plus de 4 km, de l'Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire doublement intelligent. La transition est donc toute trouvée et te connaissant salée d'une certaine provocation, peux-tu nous présenter l'Homo sapiens sapiens que tu es? Alors, je vais essayer d'être court. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que je suis un être vivant dans un tissu vivant qui est le tissu de notre belle planète. Et je ne cesse de m'émerveiller en fait de la biodiversité que nous croisons encore malgré les crises. La planète est encore extraordinairement belle. Et je crois qu'elle le sera encore longtemps, même à travers les problèmes que nous créons. Je ne crois pas du tout que nous soyons suffisamment puissants pour remettre en question la dynamique de vie qui existe depuis l'apparition de la vie sur Terre, des milliards d'années. Cette marche du temps profond, d'ailleurs, par ailleurs, vient du Schumacher College en Angleterre, et je l'ai adapté dans plein d'endroits. Il y a tout un mouvement actuellement de personnes qui essaient de proposer ce type de format pédagogique qui est effectivement extrêmement inspirant. Il y a une co-création magnifique que tu viens de rappeler avec les gens qui ont participé au TEDx et qui ont apporté leur savoir sur le territoire de la Guadeloupe, la biodiversité qu'on croisait à ce moment-là, la pharmacopée des plantes. Et je dirais, pour répondre à ta question quand même, que je suis quelqu'un qui est né dans plusieurs cultures, nord-africaines, normandes. J'ai eu la chance de côtoyer l'océan, le désert, très très tôt aussi pendant mes études, les milieux polaires. Et donc, je me considère comme un citoyen de la Terre extrêmement chanceux qui est passé de l'Antarctique au récif de coraux de la mer Rouge et à d'autres régions du monde encore qui ne cessent de m'émerveiller. Et en même temps, un citoyen inquiet, comme beaucoup d'entre vous, par rapport à tous ces crises qui font système et qui sont pour moi avant tout des invitations de changement de trajectoire et qui stimulent notre sens de l'aventure humaine. Voilà, je m'arrêterai là. Après, je pourrais parler de ma carrière également, mais ceux qui le veulent pourront peut-être découvrir ça en ligne sans que je prenne plus de temps à parler de ça. Merci Tariq. Et oui, ensuite, en effet, les différents éléments, je pense, de ton parcours, de ton histoire vont nourrir le reste de la conversation. Donc, comme le disait Christelle, en octobre 2040, par la grâce d'un récit chronique du futur, tu remettais à la Guadeloupe le prestigieux prix de championne du vivant pour être devenue aux yeux du monde un exemple inspirant d'économie régénérative réconciliant enjeux climatiques, de protection de la nature et enjeux humanistes. Tu nous rappelais cependant que cela n'avait pas été simple, que d'une certaine manière, nous avions réussi grâce, entre guillemets, à cette terrible année 2024, marquée par de grands fracas, des successions de super ouragans, de crises financières, sociales et sanitaires qui avaient frappé les Antilles, mais aussi le monde. Je te cite. Tu nous disais que cette période nous avait ouvert encore un peu plus les yeux et le cœur,
qu'après 2024, nous avions cessé d'accepter ce qui nous rendait particulièrement vulnérables. Donc, avant de parler de l'intérêt de la prospective, des récits uchroniques, d'ailleurs que Mathieu Baudin, ton coéquipier à l'Institut des Futurs Souhaitables, va évoquer mercredi prochain avec TEDx Clermont-Ferrand. Et avant de parler de biomimétisme, une de tes expertises, peux-tu nous éclairer sur les raisons qui t'ont poussé à évoquer ces crises dans ton récit très optimiste et même utopiste? Je pense notamment à cette crise sanitaire dont tu parlais et une crise par conséquent économique qui nous frappe de plein fouet actuellement. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles, Nicolas, mais quand on faisait la répétition, j'avais même proposé un peu plus tôt. Et finalement, j'ai choisi 2024 pour pas que ça soit trop stressant quand même pendant la conférence pour les participants. Et malheureusement, finalement, je suis loin d'être un devin, mais par contre, comme beaucoup d'entre vous, on capte des signaux depuis des années qui nous montrent qu'il y a des choses qui ne vont vraiment pas. Et finalement, la prospective, c'est l'occasion, et la prospective qui se met dans une dimension qui est de ne pas essayer de prévoir finalement le futur, parce que personne ne peut prévoir le futur, mais de se mettre dans la position de se dire où est-ce que nous aimerions être dans le futur, plutôt que d'essayer de le prévoir. En fait, c'est un prétexte pour se placer du point de vue du succès et pour ouvrir le présent, ouvrir le potentiel du présent. Et ça a plusieurs conséquences, en fait, cet exercice-là. Ça permet déjà de pouvoir exprimer les signaux que l'on capte dans le présent, des signaux qui sont des signaux inquiétants, mais aussi des signaux extrêmement positifs qui nous laissent à penser, comme je le disais dans le talk, ce que pourrait être l'avenir à l'aune de ce qu'il a de meilleur. Et donc, le fait de se mettre dans la position mentale de « on a réussi, on y est arrivé », mais néanmoins, c'est une grande aventure, et comme toute grande aventure, il y a des grands challenges qu'il a fallu résoudre et des grandes crises qu'il a fallu, auxquelles il a fallu être confronté. Ces crises-là, en fait, tout simplement, il s'agit de matérialiser ce que nous ressentons tous depuis des années, qu'effectivement, la mondialisation telle que nous la connaissons encore, et je pense que la crise du Covid est en train de mettre une pause forcée, et j'espère très sincèrement que nous ressortirons de cette crise avec des envies de changement de trajectoire encore plus forts. Mais avant cette pause forcée, nous sentions, beaucoup d'entre nous à travers le monde, nous sentions que ça ne pouvait pas continuer comme ça pour des raisons de crise d'inégalité, de destruction bien trop importante des écosystèmes pour créer de la valeur économique, bien souvent d'ailleurs réservée à certains simplement. Sixième extinction de masse de la biosphère que nous provoquons actuellement. Bien sûr le climat également. Et puis la crise sanitaire, effectivement, pourquoi? Parce que beaucoup de spécialistes, que ce soit de la santé ou même de la biodiversité, disent tout ça est interconnecté. Plus on détruit des écosystèmes, plus les humains sont en contact avec en fait, des espèces sauvages, que ce soit à travers le trafic d'espèces comme le pangolin ou d'autres espèces d'ailleurs, la civette, etc., ou que ce soit à travers tout simplement le fait qu'on vienne vivre dans des espaces par l'urbanisation qui avant étaient des espaces qui étaient réservés à d'autres espèces, ou en tout cas où l'humain n'était pas présent en aussi grande quantité, que ça soit également par les élevages intensifs, où on se retrouve finalement dans des situations de nos jours où on a, si on considère les mammifères par exemple, hein, tout simplement, on a 4% de mammifères sauvages. 60% des mammifères sur cette planète, c'est du bétail, 36% des humains. Si on considère les oiseaux, c'est 70% des oiseaux sur Terre, c'est des oiseaux de batterie. Et bien sûr, ça aussi, ce sont des conditions idéales pour que les maladies qui avant rencontraient un tissu de biodiversité avec toutes ces mosaïques en fait, d'habitats, ces mosaïques d'espèces qui faisaient que ça ne se propageait pas d'une manière aussi dramatique, même si c'est déjà arrivé dans le passé. Hein. Mais là, on est clairement dans des situations où en fait, on a simplifié le système en détruisant le tissu de la vie, et donc on favorise en fait la propagation d'autant plus importante de ce type de crise, que ce soit des crises sanitaires ou des crises financières. Et en gros, en fait, c'est pour moi des informations que le système nous envoie pour nous dire changer de trajectoire. C'est pas possible. Ça, c'est pas durable. C'est pas soutenable. Je sais pas si ça répond à ta question, Nicolas. Si, merci Tariq. Je vais justement par rapport à ce que tu dis, donc les pandémies sont le risque, il est bien identifié dans le rapport mondial des risques qui est publié tous les ans par le Forum économique mondial, où on parlait de zoonose en l'occurrence. Donc là, le coronavirus en est un. Mais bon, on va pas détailler ce sujet-là, mais en effet, beaucoup craignent qu'après cette crise, on reprenne comme avant, pourtant poussé par des motivations, des priorités qui sont socio-économiques
et qu'on ne fasse pas vraiment maintenant la conclusion aussi, il y a un lien entre notre modèle de développement, les dérèglements climatiques et la situation donc sanitaire et donc sociale. Quel est ton message à ce propos sur, alors on peut pas, comme tu disais, on ne peut pas prévoir la suite, mais quel serait ton message pour nous assurer qu'on ne reparte pas comme avant? En fait, pour moi, le plus important, tu sais, ça fait partie, tu me demandais un peu de me présenter, peut-être pour certains d'entre vous qui ne le savent pas, je suis marin également. J'ai la chance d'être chef d'expédition avec pas mal de belles personnes d'ailleurs régulièrement. Ça me permet d'aller au pôle, dans différents endroits. Et en tant que marin, en fait, on a toujours un cap à suivre, mais on a une destination en tête. Et quand on traverse le mauvais temps, les tempêtes ou des obstacles, eh bien, on ne vit pas du tout la tempête de la même façon quand on sait où on essaie de se diriger. Si je sais que je vais aller au Groenland, sur la côte est du Groenland, par exemple, si j'ai une grosse tempête dans le détroit du Danemark, eh ben, je le vis comme une aventure vers le Groenland. Par contre, si je ne sais pas où je vais, je quitte une tempête pour rencontrer une autre tempête et c'est absolument désespérant. C'est là où on voit l'importance du récit, en fait. Et c'est un petit peu ce que je suis venu un peu titiller en Guadeloupe. Et je tiens à dire que tout ce qui est dit dans le talk, c'est que des gens que j'ai rencontrés. Et j'ai tiré le fil en poussant le curseur un peu plus loin dans le futur, en disant, voilà, si on nourrit ce genre d'initiatives qui sont présentes en Guadeloupe, voilà vers quel rivage on pourrait arriver. Alors après, on n'est pas sûr d'arriver dans le Scoresby, qui est un fjord parce que ça peut être de la côte est du Groenland, parce que ça peut être bloqué momentanément par les glaces, mais je peux aller dans le Franz Joseph ou un peu plus au sud, et je vais arriver quand même sur la côte est du Groenland. Oui. Donc il faut être aussi agile, flexible, mais je sais grosso modo vers quel futur souhaitable je me dirige. Et j'accepte de changer de trajectoire en fonction de ce qui se passe autour de moi. Je suis agile. C'est naviguer en complexité. Beaucoup de gens sont pétrifiés par la complexité, effectivement, de la situation que l'on doit affronter, puisqu'il y a plusieurs crises en même temps, quoi. Crise climatique, de la biodiversité, des inégalités, crise de la démocratie, et tout ça, en fait, on doit effectivement naviguer là-dedans. Et en même temps, c'est possible. Il y a des grilles de lecture de cette complexité-là qui sont offertes. On a parlé de l'approche Natural Step, par exemple, FFSD, Framework for Strategic Sustainable Development, l'approche du biomimétisme, la permaculture, la permaéconomie. Et d'ailleurs, pour reprendre un petit peu une métaphore d'un ami qui s'intéresse beaucoup à la permaéconomie, Emmanuel Delannoy, qui prend la métaphore du vélo. Qu'y a-t-il de plus complexe que de circuler dans une ville en vélo? Et pourtant, on ne sait pas ce qui va arriver au prochain carrefour, etc. Et pourtant, on a cette agilité-là. Il suffit d'apprendre à faire du vélo, bien sûr, et on est capable de réagir aussi à ce qui se passe, et on a une idée en tête aussi de la destination où on veut aller. Donc, naviguer ou rouler en complexité, c'est possible. Mais encore faut-il définir le rivage qu'on veut atteindre. Et collectivement, c'est le moment depuis d'ailleurs pas mal d'années, mais là, d'autant plus maintenant qu'on est en pause forcée, il faut vraiment prendre ce temps aussi du recueillement et pas se précipiter tout de suite à nouveau sur les outils, de dire, voilà, collectivement, vers quel désir finalement on a envie de se diriger, vers quel désir. C'est normal d'avoir peur, et c'est même plutôt sain, c'est même plutôt une preuve de connexion. Il n'y a rien de pire que l'indifférence, en fait. L'indifférence, ça, c'est terrible. Mais la peur, c'est une preuve de connexion. Et par contre, on ne peut pas rester bloqué dans ces peurs. Il faut aussi que l'éros, il faut aussi que l'envie d'avenir, le désir d'avenir vienne pour stimuler nos énergies, pour nous donner envie de nous réveiller le matin et pour faire en sorte que les grandes crises que nous traversons, ce soient des grands challenges, des grandes aventures, sinon c'est une promenade, ce n'est pas une aventure, mais qui vaillent vraiment la peine d'être traversées parce que ce sont des ferments de transformation. Voilà. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite collectivement. Oui, merci. Alors, avant de parler de biomimétisme, ou pas d'ailleurs, ou on va en parler tout de suite, là, quand tu dis ça, ça me fait penser à l'anticipation, à la gestion des risques, donc la culture du risque. On est des sociétés où on vise un risque zéro, mais qui n'existe pas, et donc il y a une position un peu d'autruche. Donc, est-ce que tu voudrais nous dire un petit mot sur le sujet de la collapsologie, dont on parlait déjà un certain temps, qui a une connotation assez noire, défaitiste. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce sujet-là et peut-être revenir un petit peu sur justement la construction d'un récit uchronique? Alors, pour moi, encore une fois, le récit de la collapsologie, il n'est pas opposé à un récit de futur souhaitable. Pourquoi? Parce que l'Institut des futurs souhaitables que j'ai rejoint depuis presque 3 ans maintenant, j'ai eu la chance de collaborer avec eux depuis leur origine. Rien que pour le nom et la beauté aussi des personnes que j'ai pu rencontrer, qui sont les porteurs de ce projet-là, j'avais envie, bien sûr, de faire partie de cette aventure-là. Et en fait, c'est un optimisme offensif, c'est-à-dire que
D'ailleurs, on aime bien citer, je crois que c'est un communiste italien, Gramsci, qui était en prison dans les années 1900, au début du XXe siècle, et qui disait, je crois, quelque chose comme ça. Le pessimisme de la raison, l'optimisme de la volonté. Il ne s'agit pas de tout reprendre en rose ou en vert fluo, en disant tout sera absolument génial. Encore une fois, il y a des signaux extrêmement inquiétants qui nous arrivent et qui laissent à penser que si on continue comme ça, c'est certain que ça ne pourra pas fonctionner. Certains pensent que déjà, de toute façon, on est en train de s'effondrer. Donc, je respecte en fait ce type de vision. Par contre, peut-être un petit bémol, c'est qu'attention à l'autoprophétie. C'est-à-dire que si on est certain que c'est déjà plié, alors c'est plié. Même s'il y a très peu de chances, très très peu de chances qu'on puisse finalement révolutionner complètement les trajectoires économiques de façon à changer authentiquement de trajectoire vers des futurs souhaitables, eh bien, il faut donner un maximum d'énergie dans cette direction-là pour que cette petite chance devienne une chance plus importante. Et puis se préparer aussi au risque qu'on n'y arrive pas. Et donc créer des îlots de résilience, créer des îlots de résilience qui sont avant tout basés sur quoi? Sur le lien, sur le soin vis-à-vis des uns et des autres. Et on parlera tout à l'heure aussi sur plusieurs types de soins. Le soin vis-à-vis de soi-même, le soin vis-à-vis de sa société, le soin vis-à-vis des écosystèmes qui nous fournissent tant de services indispensables. Voilà, cette santé, en fait, ces trois santé sont vraiment au cœur de la stratégie pour moi de résilience, et une résilience de ce que l'on veut emmener avec nous dans le futur, parce qu'on aime ces choses-là, mais certainement pas la résilience de ce qu'on a envie de voir se transformer. Cette résilience-là, moi, je ne la veux pas. Moi, ce que je veux, c'est des changements de trajectoire. Il y en a eu plusieurs à le vouloir. Je sais que toi aussi, Nicolas, et toute l'équipe de l'effet papillon, vous êtes aussi dans cette dynamique-là. Changer de trajectoire et emmener dans le futur ce qui vaut vraiment la peine d'être emmené dans le futur, parce que ça, on y tient, voire restaurer des choses qu'on a perdues. Donc, la dimension de restauration aussi est très importante. D'où le concept d'économie régénératrice, par exemple, qui est aussi assez importante. Il est trop tard pour juste arrêter de faire du mal. Il faut maintenant tout de suite voir comment je peux faire plus que ma part. Comment, en réglant un problème, je règle plein d'autres problèmes en même temps. C'est ce qui se passe avec ce que j'ai pu voir en Guadeloupe. Plus belle Larry, par exemple, qui est une initiative magnifique qui visait à embellir en fait des quartiers qui sont des quartiers défavorisés de Pointe-à-Pitre, mais qui, de l'embellissement, s'est passé à plein d'autres dimensions. Et je me rappelle très très bien ce qui a été présenté pendant le TED. On a en fait toute une dimension sociale, une dimension maintenant, on parle de l'alimentation, éventuellement peut-être demain de l'énergie. Yvon, c'est pareil avec ces plantes en pot. C'est bien plus que des plantes en pot, c'est du lien. Et ça oui, ça, alors là, moi, ça me donne beaucoup de courage et d'espoir, et je me dis, il faut aller vers des réponses synergiques de ce style. La permaculture est un bel exemple aussi. Je réponds à un besoin alimentaire, mais je réponds à des tas d'autres besoins. C'est bon pour la biodiversité, c'est bon pour le climat, c'est bon pour le lien social, encore une fois. C'est ça qu'il faut essayer de repérer. Excuse-moi, je suis un peu peut-être verbieux, mais tu me poses... Non, mais on est là d'ailleurs pour écouter. Non, et je rebondis, et alors je n'irai pas te synthétiser, mais en effet, ne pas opposer un optimisme méthodologique et une analyse des risques lucide. En fait, les deux sont absolument essentiels. Oui. Et ne pas également accepter en fait la complexité. Donc ça, c'est vraiment là ce que tu viens de dire de Plus belle Larry. Ça part d'une première idée, puis ensuite on se rend compte que ça touche une certaine complexité pour irradier, pour interconnecter. Donc c'est vraiment arrêter de travailler en silo pour oser partager. Et c'est un petit peu l'introduction, ce que je voulais dire, faire passer comme message, c'est additionner au lieu d'opposer les gens et les compétences, parce qu'on est tous utiles, on est tous importants. Comme dans un écosystème naturel, totalement. Chacun a son rôle à jouer, en fait. Et le prisme, ce qui est dangereux, c'est le dogmatisme. Mais par contre, il faut quand même qu'on soit synchronisé. Et c'est là où l'idée de futur, avec un S d'ailleurs, souhaitable, c'est vraiment une question importante de façon à ce qu'on n'ait pas d'ambiguïté. Le futur souhaitable de l'ultralibéralisme 20e siècle, ce n'est pas forcément le même que celui que toi et moi nous partageons. Donc il est important néanmoins de discuter du rivage qu'on essaye d'atteindre. Et après, notre diversité peut jouer à plein. Merci. Alors, on va aller sur la question du biomimétisme, parce qu'en plus, là, ce que tu dis, moi, alors je te connais, donc j'entends du biomimétisme à peu près partout. Dans la nature, en effet, il n'y a pas beaucoup d'opposants, il y a beaucoup de forces qui s'additionnent. Donc,
comment es-tu arrivé justement à cette discipline, à cette science, à ce courant de pensée? Je ne sais même pas comment toi-même tu le définis. En quoi le biomimétisme, donc qui s'appuie sur les principes du vivant, contribue autant à l'analyse justement de la situation, donc des risques dont on parlait tout à l'heure, qu'à l'élaboration de stratégies organisationnelles, à la conception de solutions concrètes? Alors, biomimétisme, ça vient de bios, bien sûr la vie, et mimésis qui veut dire imiter. C'est vieux comme l'humanité, le fait d'essayer d'imiter le vivant. Qu'on prenne un exemple même connu un petit peu de Léonard de Vinci, par exemple, avec les codex, qui était un grand observateur de la nature pour essayer de créer des innovations. Mais l'Inuk qui observe l'ours blanc chasser au bord des agglous, des trous de respiration de phoques, et qui essaye d'attraper des phoques en imitant l'ours blanc, fait aussi quelque part de la bio-inspiration. Par contre, le mot biomimétisme, lui, il date de la fin des années 90 et c'est une américaine qui s'appelle Janine Benyus qui a mis une intention particulière dans ce mot-là. C'est imiter ou observer le vivant pour essayer de répondre à des grands enjeux de la transition écologique. En gros. Donc, c'est de l'éco-conception bio-inspirée. Ce n'est pas juste de la bio-inspiration pour la bio-inspiration, où on peut continuer à faire des choses, imiter de tel coquillage ou de tel arbre, mais avec des matériaux extrêmement polluants, sans forcément essayer de faire quelque chose qui améliore un peu la situation où on a une guerre larvée quelque part entre la technosphère et la biosphère, l'atmosphère et le cycle de l'eau. Donc, ce qui m'a mené au biomimétisme, c'est que, du coup, ça me conduit peut-être à en dire un petit peu plus sur mon parcours. J'ai travaillé pendant 13 ans pour la Cousteau Society et l'équipe Cousteau, donc l'ONG américaine créée par le commandant Cousteau et son équivalent européenne, où mon principal boulot, c'était en gros faire ce qu'on appelle l'approche intégrée des territoires maritimes et côtiers, dans le but de créer par exemple des parcs nationaux marins. Des parcs nationaux d'un nouveau genre, en tout cas d'un genre qui permet théoriquement de concilier protection de biodiversité remarquable et réduction de la pauvreté, par exemple. De permettre un certain type de développement qui n'écrase pas les écosystèmes qui pourtant sont absolument nécessaires aux sociétés humaines. Donc, j'ai travaillé au Soudan, j'ai travaillé à Djibouti, j'ai travaillé dans pas mal d'endroits assez complexes, un petit peu en Iran aussi. Et finalement, je me suis retrouvé un jour pendant une mission au Spitzberg avec un moment extraordinaire avec un ours blanc. On était dans un petit bateau en plus, c'était vraiment un moment magique. L'ours était autant intéressé par nous que nous l'étions par lui. C'était sur la côte est du Spitzberg. Et puis, quelques temps plus tard, on a débarqué dans un fjord. On est loin de toute civilisation, hein. C'est une des dernières terres avant le pôle Nord. Et je tombe sur des filets avec 2 rennes morts qui s'étaient pris dans des filets dérivants, des déchets plastiques, y compris, je me rappelle, un Lego, et je me rappelle aussi une bouteille de shampoing bio, avec des sternes aussi, qui sont des oiseaux migrateurs qui s'étaient pris dans ces déchets-là. Enfin, voilà. Et ça m'avait vraiment, j'en avais déjà vu des déchets dans les océans, ce n'était pas nouveau. Bon. Mais le contraste entre ce que je venais de vivre et ça m'avait frappé au cœur et je m'étais dit, mais ce n'est pas possible en fait. Il y a une guerre larvée, comme je le disais tout à l'heure, et en fait, ce que je suis en train de faire en faisant des parcs nationaux avec des zones, etc., comment ça va résister à l'acidification des océans? Comment ça va résister au changement climatique? Comment ça va résister à cette marée de polluants et de plastique qui arrive en permanence? Et comme je suis quand même d'un naturel optimiste, cette dépression, cette mini-dépression, on peut le dire comme ça, peut-être que l'univers a conspiré pour qu'il y ait tout de suite une solution. C'est le Congrès mondial de l'IUCN, qui est une grande organisation internationale qui s'intéresse à la protection de la biodiversité. Je rencontre mon ami Gauthier Chapelle, avec qui je travaillais sur l'Antarctique et sur un projet autour des dauphins, de la réhabilitation des dauphins échoués, et ici de Delphinarium. Et il me parle du biomimétisme. Il venait de rencontrer en fait le biomimétisme et avoir fait une formation avec Janine Benyus. Voilà comment je suis arrivé au biomimétisme. Pour moi, c'était un moyen de monter en stratégie, en amont, de travailler avec les ingénieurs, les équipes de recherche et d'innovation à une option de comment on retire le plastique des océans, mais comment on trouve de véritables alternatives inspirées de nos ongles, qui sont des magnifiques plastiques, de la carapace des insectes ou des crevettes, qui sont aussi des plastiques réellement biodégradables. Et voilà, donc c'est comme ça que je suis arrivé au biomimétisme. Maintenant, pour finir, ce qui va vraiment nous intéresser, ce n'est pas tellement imiter tel ou tel coquillage, ou tel organisme, ou tel système vivant, c'est d'imiter ce qu'on appelle les principes du vivant. Tu l'as mentionné tout à l'heure. Quel est le cahier des charges qui semble émerger de 3,8 milliards d'années d'essais-erreurs? L'eau comme solvant, fabrication à température et pression modérée,
tout déchet qui devient une ressource, miser à l'échelle des écosystèmes plutôt sur la coopération que sur les autres stratégies, compétitions, etc., parce que c'est là où il y a le plus de création de valeur. Ça nous intéresse vraiment d'essayer de limiter. Et je rajouterais finalement qu'au sein de l'Institut des futurs souhaitables, on travaille beaucoup pour que ça rejoigne aussi l'humanisme, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'imiter les systèmes vivants non humains, mais bien de faire en sorte que cette imitation-là rejoigne notre éthique, notre philosophie, ce à quoi nous tenons en tant qu'espèce à mode de représentation. Un lion qui mange une gazelle à moitié vivant, c'est ni bien ni mal, comme dirait Spinoza, c'est sa nature de lion. Mais nous, espèces humaines, nous avons, pour pouvoir collaborer ensemble, développer des systèmes éthiques, des systèmes qu'on a codifiés, comme les droits humains fondamentaux. Et c'est très important, très très important, qu'il y ait cette hybridation entre la biologie et l'écologie scientifique qui existe dans le biomimétisme et cet aspect humaniste. Parce que sinon, il y a des grands dangers, surtout quand on commence à parler d'organisation humaine bio-inspirée. Je citerai simplement le darwinisme social, mauvaise compréhension de Darwin, ça a donné des choses horribles dans l'histoire humaine, ça a même fini par des camps de concentration nazis. Bah, merci. Alors, je pense qu'on va avoir pas mal de questions justement sur le biomimétisme. J'ai deux petites. Une première remarque. Alors, en tout début, j'ai essayé de te taquiner un petit peu sur l'homo sapiens sapiens doublement intelligent. Donc, autoproclamé doublement intelligent, donc pas forcément très humble. Et là, ce que j'entends et ce que je connais un tout petit peu des principes du vivant, l'idée n'est pas d'apporter des solutions, mais d'apporter des nouvelles questions, en fait. Et ensuite, regarder justement ces milliards d'années d'expérience, de stratégie, d'adaptabilité, durabilité de la nature et en fait, plutôt la plagier sur ces grands principes. Au moins sur le cahier des charges, oui. C'est ça. Et ensuite, après, on peut rentrer dans des choses très technologiques. Il y a des applications dans des tas de domaines. Moi, je suis aussi, j'ai créé un cabinet qui s'appelle Picaya avec certains compagnons de route et compagnies de route, et à côté de l'Institut. J'ai 20% de mon temps pour l'accompagnement de projets. Je travaille avec des industriels comme RTE qui font les lignes de haute tension pour l'électricité, qui réfléchissent à ces questions-là. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que des entreprises comme celle-là et d'autres s'intéressent et sont hyper intéressées par l'aspect régénératif, par l'aspect que je mentionnais tout à l'heure, où on va faire par exemple des infrastructures, des îlots de biodiversité, des réservoirs de biodiversité. On n'est pas simplement dans la vision ingénierie monofonctionnelle. Et donc là, je trouve qu'il y a vraiment des signaux intéressants. Et j'ai rencontré ces signaux en Guadeloupe quand je suis venu grâce à votre invitation, et où finalement, il s'agit quelque part dans la prospective des souhaitables de donner confiance aux personnes qui sont déjà en train d'incarner la chose. Nous, bien sûr, on peut arriver en tant que spécialiste pour accélérer le processus, pour ouvrir, pour connecter, ramener peut-être des choses qu'on comprend aussi des systèmes vivants de façon à outiller. Mais il y a un signal extrêmement fort qui est en train de monter actuellement, qui est le désir de nature, le désir de retour à la nature. Et ça s'exprime même dans la technologie qui nous a déconnectés, en apparence en tout cas, parce qu'on n'est pas vraiment déconnectés. La preuve, c'est qu'on a des retours de manivelle. Mais ce qui nous a déconnectés même, on est en train de réintégrer, grâce au biomimétisme, l'envie d'humilité, finalement, de réobserver ce qui a émergé sans qu'on s'appelle forcément sapiens sapiens, parce que la méduse ou l'éponge de verre qui est capable de faire du verre à température ambiante au lieu de 1000 degrés Celsius, elle n'a pas un cerveau centralisé et un mode de représentation conceptuelle comme on l'a. Et pourtant, elle est capable de faire des choses que nous ne sommes pas encore vraiment capables de faire. En tout cas, ce n'est pas totalement vrai parce qu'il y a Jacques Livage et Clément Sanchez qui sont capables maintenant de synthétiser dans de l'eau du verre. On a remplacé le feu par l'eau. Donc c'est génial, en observant une éponge où il y a des algues comme les diatomées. Alors, on en profitera justement pour ensuite faire des liens avec, sur le site de TEDx, de l'effet papillon, pour partager toutes ces belles expériences, parce que, comme tu dis, il y en a tellement, c'est réjouissant. Ma dernière question, avant qu'on prenne les questions du public, c'est justement, là tu parles de chercheurs, beaucoup d'acteurs du terrain. As-tu l'impression justement que les dirigeants, qu'ils soient politiques, économiques, prennent vraiment le biomimétisme, tu as un peu répondu à la question, je crois, très au sérieux et s'engagent? Écoute, on est dans une phase en tout cas où il y a de plus en plus d'intérêt. On est passé de venez nous faire découvrir le concept, donnez-nous une conférence sympa,
à on veut des preuves de concept, on veut développer des produits, allons-y, essayons. Il y a aussi, je pense, encore une fois, au-delà du mot biomimétisme, pour moi, ce qui va le plus m'intéresser, c'est le fait qu'on parle d'économie symbiotique, portée par Isabelle Delannoy, qu'on va parler de permaéconomie, de permaculture, qu'on va parler d'agroforesterie. Et tout ça, c'est en fait le même signal qui essaye de s'exprimer. Resynchronisons-nous et apprenons des autres systèmes vivants. Et franchement, moi, je ne vais pas défendre plus le biomimétisme qu'autre chose. Ce qui m'intéresse, c'est de cultiver ce signal. Et c'est de le rendre finalement capable de nous transformer, pour nous réinsérer harmonieusement dans les grands flux du vivant. Voilà. Voilà, qu'importe le vin pourvu qu'on ait l'ivresse. Hein. Je prendrai peut-être cette métaphore, mais voilà, biomimétisme, permaéconomie, économie symbiotique, pour moi, c'est le même signal qui est en train d'essayer de s'incarner. Et j'ai eu, bon, moi, plutôt une transmission côté biomimétisme, et j'essaye d'hybrider ça, parce que vous allez entendre parler du biomimétisme, pas forcément comme j'en parle là. Donc, je tiens à préciser, c'est de l'éco-conception bio-inspirée, c'est pas autre chose. Si c'est de la bio-inspiration, c'est un autre, voilà, une autre intention. Eh bien, bon, ben voilà, je fais de mon mieux pour essayer finalement, par le biomimétisme ou par autre chose, de contribuer à cette resynchronisation. Merci Tariq. Christelle? Oui, merci Tariq pour cette belle introduction, pour ce bel échange. On a une question de Catherine Mila qui demande: peut-on s'inspirer du mode de propagation des virus pour développer une économie régénératrice? Merci, c'est une excellente question. En fait, oui, et je crois qu'on a peut-être un challenge à vous proposer à la fin, mais je ne vais pas peut-être dévoiler ça tout de suite. Mais en gros, regardez ce qui se passe avec le Covid-19. On a un taux de transmission en fait qui est, je crois, une personne est capable de contaminer jusqu'à 3 à 5 personnes. D'accord? Donc, si jamais il y a des bonnes idées, si jamais il y a des choses qui donnent vraiment envie, je ne sais pas si vous êtes toujours là parce que ton image est figée, Christelle. Vous m'entendez toujours? Je ne suis pas certain. Oui, pardon, je peux entendre, c'était pour libérer un peu de bande passante, mais je suis là, pas de souci. Non, parce que l'image était figée, ok. Donc, si jamais vous avez en fait la possibilité de transmettre des choses, des outils, de rendre en capacité 3 à 5 personnes autour de vous, vous imaginez la contamination positive exponentielle à laquelle on pourra arriver? La transmission de savoir, la transmission de connaissances, ça, c'est une transmission intéressante. Et je pense qu'on peut imiter effectivement les modes de transmission viraux pour ça. Ne pas se servir de vagues pour créer de l'énergie. C'est déjà expérimenté. Hein. Donc, on se sert des vagues. Il y a entre autres d'ailleurs un projet biomimétique qui a été testé en Australie. Alors, je ne sais pas si c'est sorti de la phase de test, mais en tout cas, ça a été testé sur le terrain, qui s'inspirait en fait de certaines algues qui ont des flotteurs, comme le kelp par exemple, en mode exposé. En mode abrité, pardon, ils ont des petits flotteurs qui leur permettent de bouger en fait et de maintenir leur capacité de faire de la photosynthèse dans des conditions où il y a un petit peu de houle. Eh bien, il y a eu un système en fait mécanique qui visait à récupérer l'énergie des vagues qui a été testé. Mais en fait, on est souvent dans la question de l'énergie, parfois un peu bloquée par le prix du kilowatt qui n'est pas forcément compétitif comparé à d'autres types de technologies. Mais c'est un peu dommage parfois que ces technologies ne puissent pas forcément franchir le cap, même si c'est en train de changer, hein, parce que Energy, par exemple, qui imite les mouvements ondulatoires des poissons, est en train de monter en capitaux et ils ont fait des tests où leur prix de kilowattheure était absolument compétitif par rapport à d'autres types d'hydroliennes. Mais souvent, en fait, comme c'est des technologies émergentes, eh bien, au début, effectivement, elles coûtent un petit peu plus cher que ce qui existe. Donc, il y a vraiment un pari à faire sur l'avenir, où là, il va y avoir, par exemple, des milliards et des milliards et des milliards débloqués par les gouvernements pour essayer de sortir de la crise du Covid. Je n'ai qu'un seul souhait, c'est que bien qu'il faille accompagner socialement, bien sûr, le chômage et les drames peut-être sociaux que cette crise massive économique peut créer, il faut néanmoins pas ressusciter le vieux monde, quoi. Il faut vraiment investir dans la photosynthèse artificielle, dans les hydroliennes bio-inspirées ou pas, de façon à effectivement éviter en fait les externalités négatives que l'on connaît actuellement, c'est-à-dire les conséquences pour la société de certaines
technologies, certains modes de création de valeur qui ne prennent pas en compte finalement dans leur évaluation de la performance économique ces coûts pour la société à travers la pollution, à travers la dégradation des écosystèmes. Donc là, il est temps de sortir de ce monopoly-là. D'accord. Je vais en profiter, je vais rebondir sur une question de Katie qui nous dit « Mais pourquoi la Guadeloupe ?» Pourquoi la Guadeloupe? Parce que l'effet papillon, TEDx Pointe-à-Pitre, c'est en Guadeloupe. Ensuite, c'est une rencontre avec Tariq. Et je rebondis sur ton point, Tariq, sur la question de l'énergie. On a une particularité en Guadeloupe, c'est que l'énergie coûte 2-3 fois plus cher qu'en métropole et que l'objectif, en fait, EDF perd beaucoup d'argent à chaque kilowatt-heure produit. D'où, en termes de compétitivité, de solutions innovantes. Ici, on a une possibilité, un intérêt d'aller vers peut-être des solutions apparemment plus chères, mais pas plus chères ici. Voilà, je voulais répondre à Katie et rajouter ce point. Alors, on va passer à une question de Patricia. Comment s'assurer d'une protection optimale de la vie, donc de tout le vivant, si l'utilisation des biocides et leur commercialisation effrénée ne s'arrête pas? Ah bah, c'est pas possible, hein. Donc, c'est pour ça qu'il est temps en fait d'explorer des alternatives. Et il y a des tas de personnes à travers le monde, des tas d'organisations qui essayent de développer des alternatives. Et déjà, une chose est certaine, c'est que si vous êtes dans un système comme la permaculture ou l'agroécologie, où vous faites collaborer plusieurs espèces entre elles, excusez-moi, mon chat a désespérément envie de sortir, et vous entendez peut-être un miaulement. Je prendrai quelques secondes pour le faire sortir et je reviens. Vous voyez les inconvénients et les avantages du direct. Les aléas du direct. Permettez, ça vous évitera d'écouter la réponse de mon chat à votre question. D'accord. Alors, je disais, le plus important, voilà, je suis de retour. Le plus important pour moi, c'est de bien comprendre qu'en faisant collaborer, par exemple, comme dans l'agriculture, plusieurs espèces, on va faire revenir en fait des auxiliaires, ce qu'on appelle des auxiliaires, qui vont réduire très significativement notre besoin en chimie, parce que vous allez avoir des insectes qui vont être prédateurs d'autres insectes qui posent problème à l'agriculture. Et si vous avez aussi une mosaïque d'espèces de variétés, eh bien, vous allez avoir moins de tendance, pour certaines maladies, de pouvoir se propager sur tout le champ. Parce que si tout sont des clones faits dans des grandes entreprises, eh bien, OK, c'est peut-être des Rolls-Royce en laboratoire, mais une fois qu'ils sont dans les champs, avec plein de conditions du nord au sud, dans les pays émergents ou en Occident, ce n'est pas les mêmes conditions, eh bien, vous avez la moindre maladie qui peut causer une catastrophe et un effondrement de votre système. Et la diversité est une assurance vie de ce point de vue-là. Vous pouvez être dans un système peut-être en apparence moins productif, mais beaucoup plus résilient. Et même, il y a eu des études en Chine, par exemple, si je prends l'exemple du riz, où en mélangeant des variétés moins productives avec les variétés les plus productives, au bout de quelques années, on avait un rendement à l'hectare beaucoup plus important. À cause de ce que je viens de vous expliquer, c'est que si la flétrissure du riz peut s'installer sur une variété, le fait que ce soit une mosaïque d'espèces ou de variétés, ça ne peut pas se propager à tout le champ. Donc voilà, là, il y a des tas de choses intéressantes, en fait, là aussi qu'on peut comprendre de la dynamique des systèmes vivants pour se passer de ces molécules qui posent un énorme problème systémique actuellement. D'accord. On a une question d'un anonyme qui n'a pas laissé son nom. Donc, on lit beaucoup dans la presse qu'avec le coronavirus, les politiques de lutte contre le réchauffement climatique risquent de passer au second plan et que les États auront consenti beaucoup d'efforts pour sortir de l'épidémie. Quand les États auront consenti tous ces efforts-là, ils n'auront probablement plus envie d'en remettre une couche. Par exemple, la Tchéquie, la Pologne ont déjà demandé l'abandon du Green New Deal. La plupart des pays se préparent à soutenir le secteur des énergies fossiles. Est-ce que tu es d'accord avec tout ça? Alors franchement, on est sur la ligne de crête. Je pense que le plus important, c'est qu'on ait un lobby citoyen pour ceux qui croient que c'est inadmissible en fait, de repartir dans cette direction-là. Il y a un enjeu de lobby citoyen qui est extrêmement important dès maintenant et encore plus en sortie de crise. C'est-à-dire qu'effectivement, il va y avoir des forces qui vont essayer de nous tirer dans différentes directions. Des forces très conservatrices qui vont vouloir se raccrocher au modèle qu'ils connaissent et des forces au contraire qui sont des forces de transformation
qui vont essayer de faire en sorte que ça soit une excellente occasion pour enfin répondre aux enjeux de la décennie qui s'ouvre. Parce qu'on a une décennie maintenant au maximum. Tous les grands spécialistes sont d'accord pour le dire. On ne peut plus, on a perdu du temps par rapport à l'accord de Paris si jamais on considère que le climat. Il y a aussi la crise de la biodiversité, la crise des inégalités. On a vraiment une décennie cruciale là, qu'on est en train de vivre. Donc, les lobbies citoyens sont en train de monter un petit peu partout à travers le monde, mais il y a aussi les forces conservatrices. Donc là, vraiment, la partie n'est pas gagnée. Et je crois que, par contre, les milliards qui vont être investis sont en même temps un risque de ressusciter l'ancien monde et en même temps une formidable opportunité de faire en sorte que de l'énergie et du sang soient dirigés vers ces nouvelles propositions. Donc, je pense que de dire oui, attention, danger, mobilisons-nous. Maintenant, ceci dit, c'est peut-être mon côté optimiste, ça, je pense que maintenant, les consommateurs, les producteurs aussi, sont de plus en plus conscients qu'on ne peut plus accepter de faire produire en Chine avec une pollution énorme, de délocaliser notre pollution, en gros. Que maintenant, en fait, avant, on ne le voyait pas, maintenant, on le voit beaucoup plus parce qu'il y a des tas de possibilités grâce aux ONG, grâce à des applications, de rendre visible ce qui ne l'était pas. Et ce design de l'information, en fait, il est extrêmement important. Faire en sorte que le système soit cognitif, faire en sorte qu'il y ait des boucles de feedback qui nous permettent de nous corriger. Et le vivant, en fait, mise beaucoup sur l'information pour optimiser la consommation de matière et d'énergie. Donc, l'information est en train de monter dans nos systèmes humains. Malheureusement, c'est basé sur des terres rares et sur des ressources qui sont encore des cul-de-sac. Mais néanmoins, un design intelligent de l'information permet à des applications comme Yuka, par exemple, pour ceux qui connaissent, de donner aux consommateurs, avec des codes couleurs, une idée des impacts qui étaient cachés avant, et donc d'éclairer quelque part aussi nos comportements en tant que consommateurs. Donc il y a plusieurs dimensions, la dimension politique, la dimension de la consommation, qui devrait normalement conduire à quelque chose d'assez irréversible, à une forme de reprise en responsabilité par rapport aux impacts le long des chaînes de valeur, et aussi très probablement à une certaine forme de relocalisation. L'enjeu, je pense, c'est relocaliser et en même temps garder les avantages d'être connectés les uns aux autres. C'est un peu le feeling que j'ai en tout cas. Alors, j'ai une question, il y a plusieurs questions sur la question de l'éducation. Alors, je vais la réintroduire. On nous a appris à l'école à écrire, compter, parler. On nous apprend pas vraiment les principes du vivant, qui paraît pourtant être une base. Donc, deux questions d'un anonyme qui est comment faire pour développer le biomimétisme à l'échelle de la Guadeloupe. Donc, peut-être par les entreprises, par des projets, mais également par l'éducation. Et également une question de Catherine qui est un petit peu justement ce qu'on apprend de ce virus et comment faire pour faire adopter des règles de bon sens au monde. Donc voilà, autour de la question de l'éducation, comment faire propager cette idée, et comme tu dis, de biomimétisme, mais plus que ça, permaculture, mais tout ça, c'est un même esprit, une même méthode. Alors, tu sais que quand on a fait le TEDx en 2019, vous avez eu la gentillesse d'organiser un atelier autour de l'utilisation des cartes des principes du vivant. D'ailleurs, on pourra partager, je ne sais pas si c'est possible avec les gens qui sont en ligne, c'est en fait quelques cartes qui illustrent les principes du vivant qu'on a extraits en fait, de l'observation des systèmes vivants. C'est un projet collaboratif entre HEP et le CEBIOS et l'Institut des futurs souhaitables. Et on a fait un atelier autour de grands enjeux de la Guadeloupe. Tu te rappelles, Nicolas, Et ça va être extrêmement intéressant de voir ce qui ressortait de ça. Et ça montre aussi que ces principes qui ne sont pas très compliqués à comprendre, ça demande un petit peu, bien sûr, de s'y pencher pour comprendre ce qu'on entend par exemple, un principe qui est peut-être un peu moins facile que d'autres, c'est est-ce que je veux être adapté ou adaptable ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que je veux être le couteau suisse qui est capable de tout faire, mais pas très bien ? Ou est-ce que je veux être super spécialisé, mais pas agile ? C'est-à-dire que si, au-delà de ce qu'on me demande de faire, je ne serais pas capable de faire autre chose, quoi. Et souvent, on est dans des injonctions contradictoires comme ça. Et certaines espèces sont hyper spécialisées, mais très peu flexibles si l'environnement change. Et d'autres semblent, comme notre espèce, par exemple, on ne court pas aussi vite qu'un guépard, on n'est pas capable d'être aussi fort qu'un gorille, mais néanmoins, on est très adaptable.
On a été capable de conquérir en fait les milieux du Groenland jusqu'au Sahara et quasiment tous les milieux sont peuplés d'humains, à part l'Antarctique qui est un peu particulier puisque c'est des bases simplement scientifiques temporaires pour la plupart d'entre elles. Donc, on voit bien que en fait, ces principes-là peuvent être, une fois qu'on commence à les apprendre, peuvent être mobilisés pour être appliqués en stratégie. Ça, c'est une façon de faire, une façon de commencer à finalement ne pas attendre le côté tech qui demande d'être une entreprise éventuellement qui a les moyens de faire de la R&D ou de la recherche-innovation. Ces principes-là sont vraiment, à mon avis, utilisables par tout un chacun, y compris par les plus jeunes. Grâce à une organisation qui s'appelle ConfKid, je vais proposer bientôt, par exemple, une conférence pour les enfants autour des principes du vivant. J'ai eu l'occasion, grâce à aussi un ami de l'Institut qui a un projet qui s'appelle Tambourlingueur, de parler biomimétisme et avec le vivant dans une sens, en n'employant pas le mot biodiversité, bien sûr, dans ce contexte-là, en demandant simplement c'est quoi les espèces qui t'intéressent, etc., et tirer le fil. Je pense que c'est vraiment important à partir du moment où on est dans quelque chose qui touche à l'universel, et là, on est à l'universel plus que l'humain, en l'universalité de la vie, en tout cas sur Terre, qu'on commence à extraire ces principes-là, c'est hyper important de les partager de manière la plus simple possible. Une question d'Axel Desjardins. L'enjeu pour un changement durable, est-ce que j'ai bien mon micro? C'est bon. L'enjeu pour un changement durable ne réside-t-il pas sur la qualité des interconnexions entre les différents îlots de résilience qui seraient créés? Et dans ce cas, de quel principe du vivant devrait-on s'inspirer pour construire ces connexions? Alors, pour moi, ce qui est le plus inspirant, ce sont les écosystèmes. Je vais prendre, puisqu'on est en Guadeloupe, grâce à vous, l'exemple de récifs de coraux. Pourquoi j'aime bien l'exemple de récifs de corail? Parce que, au départ, c'est souvent des eaux qui sont transparentes, ce qu'on appelle en écologie oligotrophes, c'est-à-dire relativement des milieux pauvres. Et pourtant, la diversité des interactions dans le vivant crée une abondance incroyable. Une abondance qui est déconnectée presque des ressources qui étaient disponibles au départ. Donc, le jeu de la diversité, il s'organise de différentes façons. Il y a ce qu'on appelle la diversité fonctionnelle des écosystèmes. Par exemple, les coraux qui vont être bâtisseurs de récifs. Certains vont être aussi plutôt des algues, des poissons qui vont brouter des algues, des producteurs primaires, des producteurs secondaires. Tout ce qui fait qu'un récif est un récif, il y a finalement besoin de certaines fonctions écologiques qui sont remplies par certaines guildes, certaines espèces. Et au sein d'une même fonction, par exemple ceux qui sont capables de décomposer la matière organique pour remettre en circulation les éléments, eh bien, certains organismes ne vont pas faire exactement la même chose que d'autres. Pour sortir de l'exemple du récif, en forêt, par exemple, le ver ne va pas décomposer exactement de la même manière que le champignon. Mais par contre, ils remplissent la même fonction. C'est ce qu'on appelle la diversité fonctionnelle et la diversité de réponse. Et tout ça est important quand on parle de résilience. C'est-à-dire que s'il y en a un qui est atteint par une maladie, par exemple, la fonction est remplie par l'autre. Et si un système s'appauvrit, parce que par exemple vous avez surpêché les poissons qui broutent les algues du récif, vous avez une maladie maintenant qui touche les oursins, qui broutent aussi les algues, et bien tout d'un coup, le récif est envahi par les algues et s'effondre. Ce n'est plus un récif, ça sera un champ d'algues. Il restera un champ d'algues, il sera plus capable de se reconstruire en tant que récif. Et là, on a ce qu'on appelle un franchissement de seuil, une rupture de résilience. Donc tout ça, il y a des tas d'études, il y a des tas de choses intéressantes. Je résume en quelques minutes quelques éléments en fait. Et puis, je dirais pour finir, résilience de quoi? Je l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on parle? De quoi on parle quand on parle de résilience? Il y a des choses que je n'ai pas envie qu'elles soient résilientes. Il y a des choses que je ne veux pas emmener dans le futur personnellement. Donc, il faut bien réfléchir à ça. Il y a une approche qui s'appelle Deep Adaptation, par exemple, qui a été lancée par un ingénieur écologue anglo-saxon qui pose ces questions-là de manière assez intelligente. Finalement, qu'est-ce qu'on a envie d'emmener dans le futur? Qu'est-ce qu'on a besoin de restaurer comme savoir qu'on a perdu? Et qu'est-ce qu'il faut en fait changer comme trajectoire, au contraire. Et là, on n'est pas dans la résilience, on est dans le changement de trajectoire. On m'entend? Ok, oui. On t'entend. Je suis très bavard, hein. Vous me posez des questions passionnantes. Du coup, c'est tout l'intérêt. Alors, quel exemple dans la nature pourrait-on inspirer pour sortir de la crise du Covid? Yann Legros. Alors,
sortir de la crise du Covid. Bon, là, c'est vraiment pour moi une question, encore une fois, j'ai l'impression d'avoir en partie répondu. Sortir de la crise du Covid, pour moi, c'est… il y a plusieurs aspects en fait dans cette question. Il y a le fait que des personnes souffrent actuellement, meurent pour beaucoup d'entre elles. Et ça, bien sûr, je souhaite vraiment qu'on sorte de ce type de situation le plus vite possible. Et finalement, on est en train de comprendre un petit peu par ce qu'on appelle la connectivité. La connectivité dans les écosystèmes, par exemple, est extrêmement intéressante à comprendre. Qu'est-ce qui fait qu'un écosystème est plus ou moins connecté? Quelles sont les conséquences en termes de résilience? Eh bien là, il y a des parallèles à faire avec le fait qu'on nous confine, qu'on essaie d'éviter que nous soyons trop connectés les uns aux autres. Et bien sûr, il y a des tas de choses à apprendre des écosystèmes et de la façon dont les choses se propagent dans les écosystèmes pour essayer de faire une architecture des liens qui puisse répondre à cette urgence sanitaire. Maintenant, sortir de la crise vide, l'après, et c'est ce dont on traite depuis le début de ces échanges, hein, c'est finalement sortir pour faire quoi et pour aller vers quoi? Quelles sont les leçons? Quelle mémoire on va engrammer dans nos systèmes qui prennent en compte ce qui s'est passé actuellement, ce qui est en train de se passer? Et là, en fait, il y a toute une branche en fait, d'études qu'on appelle la panarchie. Ceux qui s'intéressent peut-être à ces questions-là peuvent aller creuser ça. Il y a un site qui est hébergé par le Stockholm Resilience Center qui creuse un petit peu comment finalement on a des ensembles, des systèmes avec des sous-ensembles, ce qu'on appelle les sous-systèmes. Je vais reprendre une métaphore qui est celle de la forêt pour le coup. Une forêt méditerranéenne, par exemple, connaît le feu, naturellement. Et cette forêt méditerranéenne, maintenant, quand il y a une crise comme un feu, il y a certaines espèces, comme certains pins, qui ont besoin du feu pour germer et qui donc utilisent la crise pour redémarrer le système. Donc ça, on peut apprendre des choses extraordinaires. Comment finalement engrammer dans nos systèmes socio-économiques et socio-écosystémiques des facteurs qui vont se déclencher au moment de la crise pour aider au redémarrage en fait, de systèmes souhaitables, je l'espère. Et c'est aussi la panarchie, comment comprendre que quand on a une forêt, on a des sous-systèmes comme par exemple les buissons dans la forêt ou les arbustes. Et comment une crise dans un sous-système qui est déséquilibré, par exemple, vous avez enlevé les brouteurs d'arbustes ou de buissons, et il y a un surdimensionnement maintenant de la strate des buissons. Et bien là, un feu qui avait une intensité gérable pour la forêt a une telle intensité qu'il fait s'effondrer toute la forêt. Et ça, voilà, comprendre ce qu'on appelle le mécanisme de révolte et le mécanisme de mémoire, ce sont des choses qui sont extrêmement inspirantes et qui nous viennent de l'analyse des écosystèmes et de ce qu'on appelle les successions écologiques. Je finirai en disant que la crise est une occasion de se réorganiser et d'innover. Et c'est exactement ce que font les écosystèmes sur des milliers d'années. Je ne sais pas si j'ai répondu et si c'est clair. Mais… Écoute, l'internaute ou le spectateur nous dira après. Une dernière, et ensuite je passe la parole à Nicolas pour enfin une avant-dernière du coup. Une industrie bio-inspirée peut-elle être possible à l'échelle d'un petit territoire comme le nôtre, de quelqu'un d'anonyme pour le moment? Bien sûr, et c'est déjà en train d'arriver. C'est déjà en train d'arriver. Il y a des tas d'exemples que j'ai cités pendant mon TED. Parlez à Jean-Marie, parlez à Yvon, et vous verrez que c'est déjà en train d'arriver. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que ces initiatives fassent système, se connectent les unes aux autres, que ceux qui travaillent sur l'énergie, sur l'habitat, sur l'alimentation, sur l'éducation, sur la rénovation des liens sociaux, sur les nouveaux modes de démocratie et de décision, de gouvernance, que l'on fasse système. Et que pour faire système, on a besoin de prendre un temps de réflexion sur nos futurs souhaitables. Parce que ça aide à faire système. Ça aide à se synchroniser comme un banc de poissons qui se synchronise. Donc voilà, ça serait ma réponse. C'est déjà en train d'arriver. Il y a aussi cette notion de minorité active où ce n'est pas la majorité qui a besoin d'être convaincue pour qu'un système change d'identité. Regardez ce qui se passe avec les modes, par exemple. Tout d'un coup, il y a 20% de la population qui adopte quelque chose et ça devient la nouvelle norme. Et ce qu'on pensait impossible avant devient évident. Donc là, on est plus que proche de ces 20%, on les a dépassés. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est quelque part forcer la main aux dinosaures de l'ancien monde et quelque part les démoder en faisant le monde que l'on désire dès maintenant. On a tout ce qu'il faut. On a les grilles de lecture, on a les méthodologies, il y a les approches low-tech, il y a tout ce qu'il faut.
Il faut mettre son énergie là et avoir confiance en cela. Et je vous garantis qu'une île comme celle de la Guadeloupe, qui est un merveilleux modèle, en plus les îles, c'est génial pour ça. C'est des petites terres, quoi. C'est des modèles merveilleux. Vous pouvez être vraiment des pourvoyeurs de leçons de possibles, d'incarnation de possibles. J'en suis mais intimement convaincu, d'autant plus depuis mon passage très court où j'ai rencontré, grâce à l'effet papillon et à TEDx Pointe-à-Pitre, des tas de porteurs de projets qui font des choses magnifiques. Et on m'avait dit pourtant, au départ, pas vous, hein, oui, en Guadeloupe, ce n'est pas possible. Ben, je me suis rendu compte que c'était en train d'arriver. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon TEDx Guadeloupe championne du vivant, parce que le seul domaine où en Guadeloupe, où j'avais l'impression où on ne doutait pas, c'était le sport. Alors là, oui, championne, la nation championne de sport. Ben ouais, mais il y a des tas d'autres choses où vous pouvez être champion, vous êtes déjà en train de l'incarner, mais c'est comme s'il y avait un manque de confiance en ses propres capacités. Si je peux avoir contribué modestement en racontant votre histoire pendant ce TED à transmettre cette confiance et vous êtes de le faire, connectez-vous les uns les autres et donnez-vous une ambition qui est quelque chose qui n'est pas négociable par rapport à ceux qui ne voudraient pas y aller. Vous ne perdez pas votre temps à convaincre ceux qui n'ont pas envie d'y aller. Si ceux qui ont envie de mettre de l'énergie là-dedans, je respecte ça énormément. Moi, personnellement, en tout cas, j'essaie de me connecter à ceux qui ont envie d'y aller. On essaie de construire l'alternative tout de suite. On va raccourcir. Il y a encore beaucoup de questions. Je vais en faire un petit peu en paquet, donc je ne vais pas redire les phrases exactes, mais il y a Niki, il y a Sébastien qui nous pose les questions. Alors, sur la question de l'observatoire, est-ce qu'il y a un observatoire des solutions? Donc, ça, c'est des choses qu'on va partager plus tard, hein, via l'effet papillon, en l'occurrence, qui nous permet de diffuser pas mal d'informations. Donc, on répondra à vos questions, pas à tout, mais on vous donnera des liens inspirants comme le Biomime Expo. Voilà. Sébastien qui nous pose la question de « Ok, c'est très inspirant, mais concrètement… comment est-ce qu'on peut faire à l'échelle individuelle ?» Donc là, l'objectif de cette conversation, c'est une prise de contact aussi avec le biomimétisme. Ça va se travailler, tu l'as dit tout à l'heure, il faut déjà comprendre les bases pour faire. Donc ça, c'est des choses, on espère que cette dynamique, et c'est ce que tu dis, Tariq, oui, il y a beaucoup de talents en Guadeloupe et on est capable d'y arriver. Maintenant, c'est à nous de décider de le faire et de se mettre ensemble pour le faire. Donc, secteur associatif et pas que secteur associatif. Une autre question qui est un peu plus compliquée, qui est de Patricia, qui dit « Merci, mais sur des territoires déjà contaminés pour des siècles par le chlordécone, comment instaurer un renouveau vital ?» Alors, bien sûr, cette histoire du chlordécone, c'est vraiment navrant, mais croyez-moi, ce n'est pas une histoire qui touche que la Guadeloupe. Dans d'autres endroits, c'est des PCB. Dans l'Arctique, chez les populations inuites, vous avez dans certains coins le lait maternel qui est considéré presque comme un déchet toxique, selon les normes occidentales. Pourquoi? Parce qu'ils mangent du phoque, qui a ce qu'on appelle la bioaccumulation. Donc, les prédateurs accumulent plus de polluants qui ne se dégradent pas dans leur tissu que le plancton, par exemple. Et donc, on est vraiment dans une problématique où finalement, on voit même que la fertilité humaine, par exemple, est touchée par ces pollutions chimiques. Donc, oui, c'est vrai, c'est très triste ce qui se passe en Guadeloupe, mais c'est un petit peu le bilan du monde, quelque part. Et vous avez votre part du fardeau. Maintenant, même là, il y a des solutions bio-inspirées qui peuvent être extrêmement intéressantes. Par exemple, certains champignons ou certaines plantes sont capables de détoxifier des sols, y compris d'ailleurs de substances radioactives. Vous avez Claude Grison, par exemple, qui travaille sur des sites miniers où ils ont remarqué que certaines plantes étaient capables de survivre alors que d'autres pas. Des sites miniers extrêmement pollués. Hein, et ils ont découvert quasiment une nouvelle voie métabolique du métabolisme végétal. Mais vous avez aussi des tas de personnes que nous connaissons dans notre réseau qui travaillent sur le modèle des bactéries ou des champignons pour détoxifier des zones qui ont été contaminées. Donc, il y a de l'espoir. Il ne faut pas attendre forcément des siècles pour que ça se décontamine naturellement. On peut faire de l'ingénierie écologique, collaborer avec le vivant, pour le coup, pour peut-être remédier à certains de ces problèmes sur certaines zones. Alors, dernière, pour rebondir et pour ajouter, ça c'est du très local, et c'est Sarah Gaspard, qui est une chercheuse de l'Université des Antilles, qui a d'ailleurs fait un talk à TEDx Pointe-à-Pitre il y a 2 ans maintenant,
qui justement présente ses recherches entre les sargasses et le chlordécone. Voilà. Les sargasses peuvent aider justement à la décontamination des sols. Dernière question, et tu as répondu tout à l'heure, mais c'est pour réinsister, Patty, qui dit que de nombreux circuits courts sont mis en place par les maraîchers ces derniers temps en Guadeloupe. Comment peut-on pérenniser ces pratiques et les valoriser après la crise? De nombreuses personnes continuent aujourd'hui d'aller dans les supermarchés. Voilà. Les Guadeloupéens sont-ils prêts? Ça, ce n'est pas une question à laquelle je peux répondre. Ouais, ce que je peux dire simplement, c'est que ça existe en Guadeloupe. Il y a des AMAP qui existent en Guadeloupe. Moi-même, j'ai contribué, grâce à des amis qui sont mes voisins dans mon petit coin de Picardie, à créer une AMAP dans une zone où il n'y en avait pas. Je vais lundi donner un coup de main à l'agriculteur qui s'appelle François et qui est devenu un ami. C'est bien plus qu'un panier, c'est du lien. C'est le fait que quand vous avez quelque chose vous êtes en train de cuisiner pour votre famille, vous avez contribué éventuellement à donner un coup de main pour planter. C'est une joie incroyable en fait qui est générée. C'est bien plus que de l'alimentation. Donc, je ne vois pas comment c'est quasiment irrésistible. Le seul frein qui pourrait exister, c'est un frein financier pour certains. Mais là aussi, par exemple, on a un panier solidaire. C'est-à-dire que quand il y a des gens qui ne viennent pas récupérer leur panier parce qu'ils sont en vacances, eh bien, on l'offre à des associations de façon à ce qu'ils puissent aussi bénéficier de ce type de produits bio, sains, etc. Et qui ne sont pas plus chers d'ailleurs que les produits finalement que l'on retrouve en supermarché. Et même dans la crise du Covid, il y a des choses magnifiques qui se passent où vous avez des tas d'AMAP, des tas de producteurs bio qui offrent des paniers au personnel médical, par exemple, aux EHPAD. Donc, il y a une dynamique finalement qui est multifacette, une dynamique de mode de production et une dynamique aussi de liens qui profondément nous satisfont. Donc, je crois que c'est vraiment en marche en Guadeloupe, encore une fois. Il suffit d'y croire, il suffit de miser là-dessus. Et surtout, si on en a les moyens, le temps, vous verrez, c'est génial. Ce n'est pas juste de l'alimentation, encore une fois. C'est bien plus que ça. Ouais, je confirme, hein, il y a beaucoup d'actions en ce moment ça foisonne en fait de créativité et de solidarité. Bah, continuons. Ok, alors on a du coup tes réponses ont suscité d'autres réponses. Alors on va pas pouvoir répondre à toutes les questions parce que ça fait déjà 1h15 qu'on est ensemble. La synthèse, alors si tu es d'accord Nicolas, soit on en prend une dernière, soit on passe directement à la synthèse. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter de ton côté? Non. Non? Alors, on retiendra, moi, ce que je retiens de ton intervention, c'est la confiance, c'est la question de la confiance à avoir en nos capacités et dans les capacités de notre territoire. Le fait de prendre soin, les trois S, prendre soin de soi, prendre soin de sa société et de son écosystème, donc de la nature. On aura noté aussi l'importance du travail en commun. On a fait référence aux autres speakers déjà invités dans les autres TED. Voilà. Nicolas, est-ce que tu as autre chose à rajouter? Et en fait, si, il y aurait beaucoup de choses, mais il faut mettre une fin. Donc moi, vraiment, je veux remercier Tariq, je veux remercier tous ceux qui nous font confiance en nous suivant depuis déjà longtemps à TEDx. Donc, merci beaucoup et ce n'est que la fin du commencement. Oui, et puis on passe, il y a l'étape sondage pour ceux qui sont sur Zoom. Vous avez un onglet sondage en bas. En plus de Q&A, vous avez le sondage. Donc, merci. Oui. Christelle, est-ce que je peux rajouter une phrase? Bien sûr, avec plaisir. Voilà, moi j'ai un challenge à envoyer quand même à tout le monde. S'il te plaît. Oui, ça répondra à d'autres questions également. Voilà, avant que ça soit fini. Je voudrais vraiment vous envoyer un challenge à tous. Ces 3 soins, en fait, c'est une façon d'exprimer quelque chose qui a été transmis par Michel Serres, repris par Patrick Desgeorges. Et ces 3 soins, ça me parle particulièrement vu la crise qu'on est en train de traverser. Et le challenge que j'aimerais lancer à tous, c'est de dire, chacun dans votre vie, essayez de répondre à ces 3 niveaux. Prenez soin de vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire, même si c'est un petit acte, pour prendre soin de votre société, que ce soit très local, que ce soit au niveau plus général. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour prendre soin
des écosystèmes qui vous sont proches. Planter un arbre, ou bien mettre un nichoir, ou être dans le régénératif. Voilà. Ça n'a pas besoin d'être énormément de choses, mais par contre, commencer à s'entraîner à répondre à ces 3 niveaux, prendre soin de soi, prendre soin de sa société et prendre soin des écosystèmes, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement beau et je vous souhaite de prendre ce challenge à cœur. Très bien, merci Tariq. Donc, je rappelle le sondage qui est dans Zoom et le sondage qui est en haut à droite, si je ne m'abuse, en haut à droite, c'est ça, si vous êtes sur votre ordinateur. Il y a un petit carré de points et c'est là que vous cliquez pour répondre au sondage. Je pense qu'on a à peu près répondu aux questions. Tariq, je te remercie de nouveau. Merci à l'Institut des Futurs Souhaitables. Merci à tous les bénévoles et toutes les petites mains qui sont derrière. Toute l'équipe de l'effet papillon et de TEDx Pointe-à-Pitre. Je pense que je te laisse clore le débat, Nicolas et Tariq. Je vais dire merci. Merci, comme tu disais, à tout le monde parce que l'association, il y a beaucoup de monde derrière. Donc, merci à tous. Merci Tariq et à bientôt. Absolument. Et encore une fois, les amis, il est temps de prendre nos rêves au sérieux et d'en faire une stratégie. Merci pour votre confiance et l'aventure continue.